je vais vous laisser vous présenter. OK. Là, donc, tout le monde est là, nous vous attendions. OK. Je vais vous laisser, Monsieur Sommet, vous présenter, puis ben, OK. on va dérouler à ce moment. OK. Je vous en Merci prie, bien, je vous M. cède le Foulélé. micro. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, alors, bonsoir tout le monde là-bas. Et j'espère qu'on va pouvoir tenir cet échange-là, comment dire, dans les bons auspices. Et ce sera assez enrichissant pour tout le monde. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions surtout. Parce que ce que je vais dire là, je ne suis pas sûr que je pourrais tout développer, parce que c'est très vaste, comme je dis souvent. Et je vais quand même essayer de façon liminaire de dire ce que j'ai à dire par rapport à la démarche, par rapport au langage magique. Et puis maintenant, après, avec vos questions, je vais éventuellement donner des détails si je dois. Parce qu'il y a certains détails que je ne pourrais pas laisser, je ne pourrais pas donner. N'empêche, on va voir. Quand on va évoluer, on verra bien comment est-ce que les choses vont se passer. Et donc, moi, mon nom, c'est Jean Magloire Sommet, à l'état civil. On a omis mon nom sacré, Art Laure Jean Magloire Sommet. Parce que Art Laure, en fait, c'est du Dagara. Il ne faut pas croire que c'est européen. Si je prononce ça bien dans ma langue Dagara, c'est Laure. C'est-à-dire que Har, c'est le nom de mon grand-père et Laure, c'est le nom de mon père. Et donc, à la naissance, comme je suis né après le décès de mon père, eh bien, c'est mon oncle maternel qui a déclaré ma naissance et donc il a omis ce détail-là. Sinon, quand vous allez dans mon village, là, vous dites Har Yir. Vous cherchez Har Yir. En Dagara, ça dit la maison Har. On vous conduit directement dans la grande cour paternelle, familiale. Donc, c'est Har Laure Jean Magloire Sommet. Et donc, ce n'est pas une fantaisie que je mette sur mes documents officiels. Professeur HL, Har Laure Jean Magloire Sommet. Ça, c'est juste pour dire le nom. Et maintenant, par rapport à ma formation, je suis angliciste de formation. Et c'est après avoir bouclé mes 4 ans réglementaires à l'université de Ouagadougou ici que j'ai été sélectionné par l'ambassadeur, le consul britannique, qui était mon professeur en psychopédagogie ici. Et il m'a expédié en Angleterre pour que j'aille enseigner là-bas. Et je crois que c'est ce détour-là qui a fait que je suis devenu égyptologue. Parce qu'arrivé là-bas, on m'a demandé de former la jeunesse anglaise pour l'avènement de la communauté économique européenne, qui était en gestation. Et donc, on m'a dit de donner la plus large base possible de connaissances à cette jeunesse-là pour qu'elle soit outillée à lutter contre cette puissance économique européenne qui se préparait, et l'Angleterre ayant un pied là-dedans, un pied dehors, savait que, puisque la monnaie, elle a la monnaie la plus forte aujourd'hui du monde, qui est une monnaie que nous, Égyptiens, la parenthèse quoi, que nous, Égyptiens, avons donnée aux Anglais, c'est une monnaie que nous avons créée, que nous avons donnée aux Anglais, sur la base de la parité que une couronne pharaonique vaut 2 livres sterling, mais ça, plus tard, je vais développer ça avec les équations qu'il faut. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Angleterre et puis au finish, je suis devenu égyptologue. Et ça fait depuis 1987 à ce jour. Alors, ça fait un bout de temps. Et donc, en quelque sorte, voici, est-ce que vous voyez ce livre-là? Vous le voyez? Non, il est bon, vous ne pouvez pas le voir. Peut-être. Bon, on y reviendra. Et donc, voilà un peu la synthèse de qui je suis. Et donc, depuis là, je fais de l'égyptologie à mes temps perdus. Sinon, je continue d'enseigner l'anglais à l'université ici, de Banfora, au Burkina ici. Mais bon, je suis beaucoup plus accro à l'égyptologie parce que ça, c'est plus porteur pour l'Afrique, quoi. Sinon, faire la démonstration que la langue anglaise est supérieure aux langues africaines, ça, c'est une connerie, quoi, en passant. Bon, voilà. S'il y a maintenant quelque chose à dire, je vous laisse le micro. Très bien. Donc, merci pour cette présentation. Maintenant, ce que nous allons attendre, en fait, c'est que vous nous parlez donc de votre thèse, enfin de vos travaux, donc du codex. Oui. Et, voilà. Donc, je vous redonne le micro. OK. Merci bien, M. Foulélé. Je vais essayer
d'être assez bref, mais je ne sais pas si je pourrais l'être, parce que c'est un fouillis de choses que le codex. D'abord, pour dire le mot même, code X, si je décompose, le code de l'X. X, c'est en quelque sorte la radiation solaire, la radiation qui provient du soleil, les rayons X. Donc, la codification de l'X, code X, codex, directement. Pourquoi? Parce que tout l'univers est fondé sur la radiation et l'élément quantificateur de la radiation, c'est X, le rayon X. Donc, le codex grammatical. Maintenant, grammatical, le grammaire, c'est cette règle-là des poids et des mesures, la balance, la pesée, n'est-ce pas? Or, pour qu'une chose existe, il faut bien qu'elle ait un critère et qu'elle ait un poids. Donc, codex, rassemblé rapidement, c'est un peu ça, en fait. Codex grammatical. Le grammaire, hein, pas la grammaire. Bon, avec les usages que les Grecs et les Juifs ont fait après, tout a été dénaturé. Hein. On dit le grammaire, le gramme, la pesée. Hein. Voilà, l'unité de pesée, le gramme. Donc, le grammaire, pas la grammaire. Ça n'existe pas la grammaire. Le grammaire, oui, hein, à partir du gramme, qui consacre l'existence de quelque chose dans l'univers parce que c'est le poids qui donne une réalité à un phénomène ou un truc. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire le codex? Le codex est fondé sur la pensée magique. La pensée magique. Aujourd'hui, avec la manière dont les Européens sont venus, avec le contact qu'on a eu avec eux, les lectures qu'ils ont faites de notre culture, ils ont tout dénaturé, ils ont tout falsifié, spolié. Et donc, la magie est devenue une science occulte, une science néfaste, etc. Non, c'est pas ça. En fait, le mot magie est un anagramme. C'est-à-dire que avec une série de lettres, on peut former différents mots. N'est-ce pas? C'est ça un anagramme. On déplace seulement un mot, une lettre dans le mot, et puis, ou alors deux, etc. C'est un anagramme. Alors, si vous prenez le mot magie, M-A-G-I-E, déplacez I, mettez-le à l'initiale. Vous aurez I-mage, anagramme de magie. Or, l'image, qu'est-ce que c'est? Toute la pensée égyptienne est fondée sur l'imagination, l'imaginaire, les images. C'est pour ça que vous voyez que les dieux sont figurés, n'est-ce pas? Or, quand vous avez le mot image, pensez à image de f de x, l'image de la fonction x, qui est y. Donc, vous commencez déjà directement à parler d'image. Or, vous savez que toute la pensée, chose magique, est fondée sur cet anagramme-là. Et donc, dans image, vous aurez imagination pour l'œuvre littéraire, c'est-à-dire que cette intelligence qui vous permet de faire une abstraction, de créer un récit par abstraction. Ou bien vous aurez imaginaire, qui n'est plus de l'abstraction, mais c'est de l'absolution. C'est-à-dire que c'est les nombres, vous rentrez dans les nombres. L'imaginaire commence par I. I carré est égal à moins 1. Hein? Les nombres complexes commencent par cet indice imaginaire-là. I carré est égal à moins 1, I est égal à racine de moins 1. Ça, c'est l'imaginaire. Maintenant, l'imagination, et bien entendu, c'est l'abstraction, on crée une œuvre par l'imagination, mais par l'imaginaire, on rentre dans les nombres directement, dans les complexes en même temps. Voilà où est-ce que les choses, comment est-ce que les choses ont été faites. Et donc, permettez là. Donc, l'anagramme, j'ai fait un post où j'avais donné un anagramme à décoder. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Prenez le mot Sator, je vais dire toute cette phrase-là, Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas, renversez-la lettre par lettre. Vous aurez exactement la même phrase. À l'endroit comme à l'envers. C'est un anagramme. Mais ça, c'est l'un des plus grands anagrammes, et ils sont multiples, j'en ai pas mal, qui fécondent la pensée magique.
hein, l'envers et l'endroit, le dessus et le dessous. C'est comme ça. Tous doivent être harmonisés. Et donc, ensuite, vous avez, après l'anagramme, on a créé aussi l'hexagramme. Hein? Ensuite, on a créé le pentagramme. Et puis, on a fini par l'hologramme. Mais ça, c'est des détails que je pourrais développer après si on a le temps vraiment de faire ça. Hein? Donc, l'anagramme et l'hexagramme. L'hexagramme est plus facile. L'anagramme, c'est dans l'ordre, c'est le jeu des lettres dans un ordre. Or, l'hexagramme, c'est plutôt dans la verticale, c'est-à-dire que c'est en échelle, c'est pas dans l'ordre, c'est dans l'échelle qu'on dit. Donc, Sefer, Eidelon, l'autre, l'hexagramme que j'avais donné à décoder, Sefer, Eidelon, Textis, Membra Dijecta. Sator arepo tenet oprarotas, Sefer, Eidelon, Textis, Membra Dijecta. Donc, et ça, Monsieur Foulélé, je ne suis pas en train de dire anagramme, hexagramme comme si c'était en littérature. Ce sont des codes, c'est-à-dire ce sont des lois de l'univers. C'est mathématique, s'il vous plaît. Parce que nous n'avons jamais travaillé de façon, en Égypte en tout cas, dans les pyramides, on n'a jamais travaillé de façon littéraire. On a toujours travaillé sur la base de la science. Et c'est cette science-là que nous avons, comment dire, mis en verbe pour faire la spiritualité. Donc, tous les codes qui sont spirituels, en fait, sont scientifiques à la base. Ce sont des équations, des formules magiques ou des équations logiques. Voilà ce que c'est. Hein? Et donc, c'est comme ça que nous avons travaillé et nous avons élaboré tous ces systèmes-là, anagramme, hexagramme, pictogramme, hologramme. Et je vais vous donner donc tout ça après. Bon, alors maintenant, pour parler de la méthode, je disais que l'écriture, pour en venir maintenant de façon globale à cette histoire d'écriture, comment est-ce qu'elle est née? Eh bien, c'est facile à comprendre. Vous avez l'univers qui est là, à satisfaire ses désirs et ses envies à donner. C'est pour comprendre l'univers. La nature, elle est là. Le livre des morts, c'est ça la nature. Hein? Et donc, on a donc 4 livres. Le livre des morts, je vais venir. Donc, vous avez le livre des morts, c'est la nature, que vous devez lire. À partir des 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Et puis, ciel, terre, GN, les 3 points ordinaux. Hein? Le ciel, la terre. Ça, tout ça est écrit est expliqué dans mon livre, le Codex grammatical égyptien, de toutes les façons. Vous me saisissez? Allô, vous êtes là? Allô? Allô? Bon, alors. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Ah, d'accord, ok. Comme je vois que c'est votre image, chose qui est là, que je pensais que comme vous avez disparu. Ok, donc voilà. Et il s'agit donc de lire l'univers à partir des 4 points cardinaux et des 3 points ordinaux. Voilà. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement, permettez, employer 2 méthodes de lecture. La méthode de la dissécation hein, des phénomènes universels. Hein, il faut les disséquer de façon méthodique et critique, comme je viens de faire à X. Si vous faites un carré, vous avez les diagonales qui sont là, qui se croisent, ça, vous avez le X qui est là. OK? Dans le même temps, si vous réduisez le X à sa moitié et vous prolongez la barre sous la moitié supérieure, vous avez le Y qui est là. Donc, vous avez Xi et Yod. Procédez comme ça et vous aurez sorti toutes les lettres dans le méthodique et critique. Vous allez retrouver tout votre alphabet là-bas. Et ça, si vous retrouvez cet alphabet-là de A à Z, vous aurez trouvé l'alphabet animique. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Resh, Kaf, Hey, Vav, etc. qui aujourd'hui est prétendument considéré comme l'alphabet hébraïque. Il n'en est rien. C'est un alphabet animique. Et donc, ça, c'est la première lecture, dissécation hein, de l'univers
de façon méthodique et critique à partir du repère orthonormé. Donc, vous suivez les lignes de force de l'univers et vous faites votre travail, vous retrouvez votre A jusqu'à Z. Ensuite, vous allez prendre le même, mais là, vous faites maintenant le tour de l'horizon, le cercle qui sera autour des axes là. L'axe vertical, l'axe horizontal et vertical. Vous faites un cercle, vous avez le tour de l'horizon, le cercle. Eh bien, ce sont des courbes. Eh bien, vous allez aussi faire un travail de décantation sélective et normative du critère pyrogravé. Gravé par le feu. X, radiation solaire, feu, gravé de l'X dans l'espace, dans ce cratère-là. Et donc, vous suivez les courbes et vous allez faire de façon sélective et normative, eh bien, vous allez trouver l'alphabet magique alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, etc. Et ça, il paraît que c'est l'alphabet grec aujourd'hui, hein. Bon, mais je suis désolé de leur dire que c'est l'alphabet magique. J'explique pourquoi magique. L'alphabet magique, alpha, bêta, gamma, delta, crée dans la création, c'est cet alphabet sur lequel tous les phénomènes qui sont créatifs sont notés avec cet alphabet-là. Et donc, l'autre alphabet, l'alphabet animique, eh bien, c'est l'alphabet qui permet de donner le mouvement. Hein? Il est en continu, la création et, comment dirais-je, la mutation. Création, alphabet magique, mutation, alphabet animique. L'animation, vous allez en boîte de nuit, c'est l'animateur qui fait bouger la boîte. Pas d'animateur, le DJ ne met pas le son, on est tous assis à boire notre coca et notre whisky. Ça va? Anima. Exactement. Donc, voici les deux alphabets que nous avons créés pour construire la science. Le magique, l'animique. Parfait. Le magique, la lumière et le son. L'animique, l'énergie et la matière. Il n'y a pas de discussion. Vous rentrez dans les équations, vous ne m'en direz pas le contraire. Et donc, comment est-ce que ces choses nous ont échappé? Eh bien, les Grecs sont venus étudier chez nous. Les Hébreux aussi sont venus se spiritualiser chez nous, Moïse et tout le reste, vous savez. Hein? Ensuite, les Hébreux, c'est les Moïse et sa bande. Les Grecs, c'est Thalès, Pythagore, Thalès et sa bande. Et quand ils ont fini par nous détruire, employant le terme le plus fort, eh bien, vous connaissez l'anecdote, hein, pour un âne enlevé, deux voleurs se battaient, l'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre, arrive un troisième larron qui saisit maître à Liboran. Ben, c'est les mages qui avaient dit ça, en prévision de ce qui allait se produire, parce que la divination nous avait permis d'arriver à comprendre notre destinée. Ensuite, je vais arriver au mythologique pour expliquer ce que c'est que les 4 grands mythes qui fixent la destinée de l'humanité. Le mythe d'Osiris, le mythe d'Hormuz, le mythe d'Oedipe et le mythe d'Orphée. Les 4 races humaines, noires, jaunes, blanches et rouges. Oui, voilà. Donc, voilà. Mais donc, ils ont volé ça. Non, avant de partir, eh bien, comme l'Égypte était tombée et que ses richesses intellectuelles étaient là, scientifiques étaient là, eh bien, les Juifs et les Grecs, qui étaient les 2 grandes communautés qui vivaient avec nous en Égypte, à Memphis, la capitale, eh bien, se sont saisis de ces savoirs-là. Ils ont pris, eh bien, ils se sont partagés ça, quoi, comme 2 bons voleurs qui s'entendent pour se partager un butin. Eh bien, l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire animique, Aleph, Bet, Gimel, etc., les Juifs s'en sont emparés, hein, et l'alphabet magique, alpha, bêta, gamma, eh bien, les Grecs ont pris ça. Voilà comment est-ce qu'ils se sont partagés le butin et ils ont renommé sans changer le contenu, bien entendu, parce qu'ils ne pouvaient pas le changer. Et ils ne l'ont pas compris entièrement, d'ailleurs, jusqu'à ce jour. Voilà le problème. Et donc, ils ont seulement renommé alphabet grec, alphabet hébraïque, ce qui est archi faux.
Voilà, donc on recontextualise des choses telles qu'elles ont été au départ. Et comment est-ce qu'on a créé ces alphabets-là? Donc, ligne de force, courbe de puissance, dans le repère orthonormé et le cratère pyrogravé. Merci bien. Maintenant, pour parler justement des mythes, j'ai parlé des mythes. Comment est-ce que nous avons créé les mythes? Nous avons créé les mythes pour dire la destinée des 4 races humaines. 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, 4 races humaines. Au nord, l'Africain, l'homme noir. À l'est, l'oriental. Au sud, l'asiatique. À l'ouest, l'occidental. Ce n'est pas pour rien qu'on dit l'Occident et l'Orient. L'Asie et l'Afrique. Vous voyez, il n'y a pas de hasard quand on comprend comment est-ce que, par la géographie sacrée, nous avons construit notre science et nommé tout ce que contenait l'univers jusqu'aux races. Et donc, voilà comment est-ce que, à partir de cette lecture de l'univers dans les 4 points cardinaux, eh bien, on a dit le mythe d'Osiris était le mythe qui traçait la destinée des peuples africains. Rédiger le mythe, Osiris, Dieu bon, meurt, ressuscité, et puis il donne la science et la civilisation en passant, il fait le bien autour de lui. Bon, mais j'ai des émissions que j'ai faites à la radio aussi, que je vais vous donner après, pour la lecture des mythes de façon très, très, très fine. Je vous envoie ça après par chose, si je peux le faire. Parce que quand même, cette histoire d'ordi là, j'ai horreur des choses, des trucs électroniques. Trop de hackers dans les lignes. Bon, mais passons. Et donc, c'est comme ça qu'on a mis au point la lecture de la destinée par les mythologiques. Mais les mythologies aussi ne sont pas des lectures, des récits littéraires. À preuve, prenez le mot mythologique. Donc, je disais que, ouais, on va, mythos et logos sont les 2 composantes du mot mythologique. Le mythos, c'est le milieu chimique d'un phénomène. Le milieu, mythos, milieu. Logos, c'est le lieu physique d'un phénomène. Attention, on est en train d'observer, comment dirais-je, la création. Hein? Et donc, comment est-ce que ces phénomènes-là naissent? Il faut déterminer leur lieu de naissance, leur origine et leur, comment dire, le cadre et la voie dans laquelle ça se fait. Le phénomène, donc le mythologique, comme je dis, c'est un milieu. Or, un milieu est un milieu chimique. Un milieu ne peut être un autre que chimique. Et le lieu, eh bien, c'est un lieu physique. Donc, physique et chimie, donc vous avez les 2 sciences qui sont liées déjà par la physique et la chimie. Alors, quand vous rentrez dans les mythologies, vous prenez l'analyse des éléments de la mythologie, du conte mythologique, eh bien, la plupart du temps, vous allez avoir affaire aux astres et aux planètes. Mais les astres et les planètes, ce sont les constituants de la création. Les astres, c'est l'étoile, et comment dire, la lumière. Les planètes, ce sont les ténèbres. Alors, lumière et son, faites epsilon alpha et puis continuez. Hein? Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte que notre savoir, nous puissions le cacher dans des récits anodins. On croit que nous sommes en train de parler littérature, or nous sommes en pleine science. Donc, relisez les mythologies, mais faites attention à ce que vous lisez. Hein? Les mythes et les légendes, les fables et les évangiles, les histoires et les apologies, les mémoires et les anthologies. Donc, voilà ce que vous devez retrouver. Et c'est ce dont je parle dans mon livre, le Codex grammatical égyptien. La totalité de la démarche, avec toutes les connexions et les interconnexions, avec toutes les articulations et les enchaînements des disciplines et, comment dirais-je, enfin, je veux dire, des sciences universelles, mathématiques, physique, chimie, génétique, astronomie, etc. Et les sciences humaines, sociologie, anthropologie, philosophie, etc. Ontologie, théologie, absolument la totale. On a créé la totale. Nous n'avons rien loupé.
toutes les disciplines, que ce soit dans les sciences universelles ou dans les sciences existentielles, nous avons tout cadré, tout encadré, tout cadré. Et donc, c'est comme ça que nous avons travaillé. Et c'était si vaste qu'il a fallu, bien sûr, qu'on le cache quelque part parce que nous savions que toute civilisation est appelée à disparaître. Et donc, si on avait enterré ça dans les pyramides, ça nous aurait échappé à l'heure où nous parlons. Si on avait caché ça au fond des mers, ça nous aurait échappé. Comment s'appelle ce gars qui est navigateur, qui descend jusqu'au fond, le français, là. Cousteau aurait trouvé ça. Mais pour le cacher, il a fallu que, par analogie à la manière dont Dieu a caché ses secrets, nous avons réfléchi par analogie, là. C'est facile. Dieu a caché tous ses secrets sous nos yeux, en pleine lumière. En pleine lumière. Vous regardez, vous avez les arbres qui poussent, vous avez les nuages, vous voyez les étoiles, vous voyez l'eau, mais vous sentez l'air, ça est là, ça est sous vos yeux. Mais c'est ça qui fait que vous ne cherchez pas là-bas. Et comme Dieu a caché tous ses secrets sous nos yeux, eh bien, nous sommes simplement, par analogie, nous avons caché tous nos secrets sur la langue de l'homme. La langue. C'est-à-dire que les 4 langues mères de l'humanité, le copte, l'hébreu, le grec et le latin, sont des langues africaines. C'est nous qui les avons codifiées. Monsieur Foulélé, je vous dis que nous avons tout codifié. La musique, la monnaie, l'atomique, le génétique, les langues, copte pour l'Afrique, hébreu pour l'Orient, latin pour l'Occident et grec pour l'Asie. Voilà ce que nous avons fait. Pourquoi? Parce que la géographie sacrée est positionnelle. Eh bien, le copte est, je ne dirai pas ce que ça contient parce que c'est un secret que je vais garder pour qu'on l'exploite plus tard. Ce que ça contient, eh bien, a référence à l'Afrique par rapport à sa position géographique dans la création. C'est comme ça. Le latin, c'est l'Occident par rapport à la position géographique dans l'espace, dans la création. Le grec, c'est le sud parce que position géographique. L'hébreu, c'est l'est parce que position géographique. Et comme nous avons créé ces langues-là par rapport à des positions géographiques, eh bien, nous avons donné à chacun selon sa position. Comprenez? Une couronne pharaonique, 2 livres sterling, nous avons donné la livre sterling à l'Angleterre. La couronne, le soleil, symbole du soleil. La livre sterling, ténèbres, c'est dans la création, je vais dire, dans le monde, c'est l'Angleterre, le pays le plus sombre dans... Voilà. Et donc, lumières et ténèbres, voilà. C'est comme ça. On donne à qui le droit par rapport à la géographie sacrée. C'est Dieu qui a donné, mais on a réparti équitablement, on donne à chacun selon sa position dans l'espace de la création divine. Nous, on a travaillé pour manifester l'intelligence divine et non l'intelligence humaine. L'intelligence humaine n'a rien à voir avec notre science à nous. Rien à voir. Nous ne sommes pas dans l'abstraction, nous sommes dans l'absolution, l'absolu. C'est comme ça. Alors, on crée, mais on donne à qui de droit parce que c'est lui qui est en position. Et donc, voilà comment est-ce que nous avons créé ces systèmes-là et on a dispatché et tout le monde n'a pas été obligé de venir nous fracasser pour le prendre. C'est après qu'avec les égoïsmes et les égocentrismes de l'humanité, bon, et puis de toutes les façons, la destinée était déjà fléchée, hein. Les 4 mythes déjà donnaient que Dieu, dans sa justice divine, a créé 4 races humaines. Et bien forcément, il devait faire en sorte que chacun puisse prendre son siège royal et gouverner pour un temps, hein, l'humanité. Donc, nous avons été les premiers fils, on a reçu la lumière. Ensuite, nous avons passé le flambeau aux Hébreux, aux Orientaux, qui l'ont passé après aux Asiatiques. Et ça a terminé aujourd'hui avec les Occidentaux. Et ça va nous revenir. Et c'est en train justement de nous revenir parce que tout ce que je raconte là, je suis simplement professeur d'anglais. Mais c'est la révélation qui m'a été donnée par les mages égyptiens parce que je l'ai demandé et j'ai réussi. Je l'ai demandé en Angleterre. Hein? Parce que quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis rendu compte que les Anglais
Dieu, il s'en fichait complètement. Et surtout que la pensée occidentale est cartésienne. Hein? Et comme la pensée, elle ne peut pas avoir créé, comment dirais-je, la science. Parce que la science est fondée sur le langage symbolique. Voilà. Un langage symbolique, c'est l'Afrique seule qui a jusqu'à preuve du contraire, ce langage-là. C'est le langage des initiés. Ils peuvent être parmi vous comme ça, et puis ils parlent, et vous n'allez rien saisir de ce qu'ils disent. Ils ont même des danses, les Africains ont des danses symboliques pour les initiés. Alors, je ne vous raconte pas. Tout ce qui est symbolique, d'ailleurs, les masques, oui, nous ne faisons pas pour le beau. C'est l'Occident qui crée. L'art grec, c'est le beau. Mais l'art africain, c'est le symbolique. Ça n'a rien à voir avec une idée de laideur ou de beauté, non. C'est significatif. Il faut chercher le sens de la création et puis le fixer dans le moule. Voilà comment, à partir de... Je me suis rendu compte que l'Occident ne peut pas avoir créé la science parce que sa pensée n'est pas symbolique. Sa pensée, le terme m'échappe, mais seule l'Afrique a le symbole comme, comment dirais-je, comme élément de fond, n'est-ce pas, de la pensée et de la parole, des actes aussi, de la création en tout genre, d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec tout ce savoir-là j'essaye d'intéresser les Africains pour qu'ils puissent éventuellement faire en sorte qu'on l'exploite. Pourquoi je ne donne pas certaines choses? Là où je suis en train de parler, j'estime que je vais trop loin, parce que si les Occidentaux écoutent, vous les connaissez. C'est des gens qui sont très habiles à exploiter les données stratégiques qu'on leur donne. Malheureusement, nous, c'est notre défaut, ça. Nous avons le codex est là, ça fait depuis 87 que je creuse, ça fait combien? Bon, 2000, je suis rentré au Burkina ici, 97, j'étais à Abidjan, 3 ans, on a fait la conférence jusqu'à l'Assemblée nationale. Bon, vous voyez, personne n'a répondu pour qu'on puisse l'utiliser. Je suis au Burkina depuis 2000, on est 2021, ça fait 21 ans que je suis là, et que je tape à toutes les portes, tout le monde dit félicitations, mais pour qu'on rentre dans le vif du sujet, et puis créer avec, vous savez, je parle de soucoupe volante. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. C'est 3 fois rien, ça, quand on maîtrise comment dirais-je, la pensée magique au point où j'en suis. Mais l'univers, c'est comme un livre pour moi. C'est le livre des morts. Pourquoi est-ce que je disais le livre des morts? Eh bien, tout ce que nous avons comme culture, comme science, comme spiritualité, comme, je ne sais pas quoi, tout ce que nous avons, c'est un héritage des morts. Mais parce que les précurseurs, ceux qui ont créé la culture, la langue que nous parlons, chacun dans son groupe ethnique à lui, mais qui lui a donné ça? Eh bien, ce sont ses ancêtres qui ont créé ça. C'est leur expérience et qu'ils ont combiné, et puis ensuite, c'est devenu la langue. Et puis, bon, mais voilà, on pense en héritage. Comment dire, les mœurs, notre mode de vie, la manière de se marier, d'un groupe ethnique à l'autre, ça change, mais c'est tout ça qu'ils ont mis en code. Et c'est tout ça qui fait que c'est le livre des morts. Et l'univers lui-même, c'est quoi? Dieu s'est suicidé. Il s'est sacrifié pour créer l'univers. Donc, Dieu était mort, le premier. Donc, voilà. Dans la créativité, il y a cette idée de sacrifice de soi. Dieu s'est sacrifié pour que Alpha Blondy l'a chanté. C'est pas lui seul, de toutes les façons, ça c'est évident pour tout le monde. Et donc, voilà. Donc, le livre des morts, eh bien, c'est notre héritage à tous. C'est ce qui fait la science, la spiritualité, la culture, tout ce que nous avons, ben, ce sont les morts qui nous l'ont donné. Ça vient de leur expérience cumulée sur des générations et des générations. Voilà ce que c'est que le livre des morts. Et donc, dans le livre des morts, on se fonde sur la nature, parce que c'est la nature que nous avons observée, c'est la nature que nous avons étudiée pour créer tout ce que nous avons comme culture. Et donc, le livre des morts est fondé sur la nature. La Bible des vivants
est fondée sur la culture. Pourquoi? Parce que la nature est ouverte. Elle vous permet toujours de vous ressourcer, hein? De vous réinterroger chaque fois. Or, la culture est fermée. Eh bien, le français ne pourra pas changer d'autant sans être dénaturé. Il restera toujours le français. Il sera donc fermé sur lui-même. Un système ouvert dans la nature, système fermé dans la culture. Et ça, c'est la Bible des vivants. Quand le vivant reçoit son héritage, eh bien, il a devoir de le conserver. Donc, c'est ça qui est la Bible des vivants. C'est la culture, sur quoi nous sommes fondés pour, comment dirais-je, perdurer, n'est-ce pas? Et ensuite, la Torah des titans, c'est la procure, le Dieu providentiel, la procure. La procuration, c'est comme si quelqu'un vous rétrocède quelque chose parce qu'il n'a pas besoin de ça, il ne veut pas utiliser ça tout de suite et voilà, il vous donne ça pour que c'est de la procure. Donc ça, c'est la Torah des titans. Et ensuite, l'usure, qui est le dernier mouvement comment dirais-je, les modes de vie et d'existence des quatre races que j'ai définies là. Voilà. Donc, le premier groupe, la nature, est fondé sur la nature, le livre des morts. La Bible des vivants est sur la culture, qui est fermée. Ensuite, la Torah des titans, la procure. Et puis, le Talmud des mutants, l'usure. Et donc, vous aurez là les mythes et les légendes en première position, les fables et les évangiles, la culture, voyez-vous. En troisième position, les histoires et les apologies, apologie de Socrate, je passe. Les mémoires et les anthologies, eh bien, voilà comment est-ce que tout a été articulé. C'est nous qui l'avons fait. Nul autre. Les mythes ne sont pas grecs, ils sont égyptiens, ils sont africains. Je l'affirme avec force. D'ailleurs, prenez les mythes et voyez dans quel environnement est-ce que se déroulent ces scènes-là. Soit c'est toujours à, comment on appelle ça, Memphis, c'est à Thèbes. C'est à Thèbes, hein, la capitale spirituelle d'Égypte. C'est à Thèbes que tout se passe. Osiris, Hormuzd, Édipe, Orphée, tout ça se passe à Thèbes. Pardon, mon portable a glissé. Et donc, comme ça se passe à Thèbes, eh bien, je crois que Thèbes, il n'y en a pas deux dans le monde. C'est en Égypte et c'est la capitale spirituelle de l'Égypte antique, Memphis étant la capitale politique. Alors donc voilà, de façon ramassée, ce que je pouvais dire pour rentrer dans le sujet que je voulais développer. Maintenant, je vais parler de la méthode directe. Cheikh Anta Diop a dit que c'est par la méthode directe que d'ailleurs les Égyptiens ont créé toute leur science. Et c'est évident, c'est vrai. Et dans mon livre, le Codex grammatical égyptien, j'ai donné la méthode directe. Ça consiste à quoi? 1, observation, n'est-ce pas? Et imagination. Vous observez l'univers dans lequel vous vivez et avec votre imagination, vous essayez de pénétrer dans ce que vous avez observé pour le comprendre. Il faut observer et imaginer. Quand vous observez, il faut classer. Et puis, ensuite, vous catégorisez et vous avez déjà un certain ensemble d'éléments ou de parties bien définis. Et à partir de là, maintenant, vous allez vous servir de votre imagination pour pénétrer et essayer de comprendre. C'est l'observation et l'imagination. Dans un premier temps, l'observation de la nature, et puis vous employez votre imagination. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous avez l'expérience. Nous sommes là, l'expérience de la vie, de la mort, de la chaleur, du froid, du malheur, du bonheur, l'expérience humaine, quoi. Et cette expérience-là, eh bien, vous n'avez qu'à la, comment dirais-je, à la décortiquer, n'est-ce pas, et à l'analyser. C'est comme ça. Comprenez? Voilà. L'univers est là, vous l'observez, et puis l'eau, l'air, le feu, les étoiles, les planètes, enfin les planètes, vous allez les imaginer, parce que si vous êtes sur la Terre, vous allez imaginer qu'il y a un autre qui doit certainement, dans votre imagination, votre analyse après, vous allez vous rendre compte que certainement, s'il y a la gravité,
et etc., etc. Les lois. Vous allez finir par vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont de soi. Quand vous rentrez dans le nombre, il y a des choses qui vont de soi. Le nombre vous indique qu'il y a. Même si ce n'est pas visible, le nombre indique la position de quelque chose qui doit être. C'est tout. Et donc, c'est comme ça que vous finissez par vous rendre compte qu'il ne s'agit pas seulement d'abstraction, c'est d'absolution. Symboles et nombres, lettres et chiffres. Employez les quatre là et faites le décodage et décryptage. Vous allez traverser comme un couteau dans le beurre toutes les disciplines, qu'elles soient universelles ou qu'elles soient existentielles. Aucune ne va vous échapper. C'est ce travail exhaustif-là que nous avons fait et que j'ai remis à jour, j'ose le dire. Après 30 ans, j'ai assez d'éléments pour faire une académie. Et aucun intellectuel dans le monde ne pourra discuter cela parce que les noms sacrés comme Ra, Osiris, Isis, Set, Nephthys, tout ça, ce sont des formules magiques. J'ai fait une conférence ici à Ouagadougou où je les ai données sur un tableau avec les figures de géométrie pour l'expliquer précisément. Osiris, ce n'est pas un dieu dans l'abstraction, c'est un dieu dans l'absolution. C'est une formule magique. Isis, ce n'est pas une déesse abstraite. Non, non, non. L'abstraction, c'est inconnu dans la pensée africaine. Totalement. L'abstraction, c'est pour les Grecs. Les Égyptiens ne connaissent pas ça. On ne sait pas ce que c'est l'abstraction. Dieu n'a jamais travaillé dans l'abstraction, quand même. Quoi? Soyons sérieux, là. Depuis quand l'abstraction va être une méthode de travail de Dieu? Quand on est fondé sur Dieu, l'abstraction est exclue automatiquement. La seule chose qui puisse être, c'est l'absolution, c'est-à-dire l'absolu, en tant que mode opératoire. Donc, absolution. Voilà ce qu'on a fait. Donc, Osiris, Isis, Nephthys, Set, Ra et tout le reste là, ce sont des formules magiques ou des équations logiques. Purement simple. Le magique est créatif, le logique, eh bien, est animique. Le logos. Mythos, logos. Voilà ce que nous avions dit. Et vous croyez que mythos, logos, c'est grec. Mon cul. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, 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 non. Les Grecs n'ont rien créé. Les personnes, tout le monde a puisé. Je répète, le copte, l'hébreu, le latin, le grec sont les langues africaines. Les quatre langues mères dans lesquelles nous avons thésaurisé tout notre savoir. Quand on aura l'occasion, je vous dirai exactement ce que le copte contient, exactement ce que l'hébreu contient comme science, exactement ce que le latin contient comme science, exactement ce que le grec contient comme science. Absolument. Voilà ce que nous avons fait. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai assez dit pour que maintenant, si vous avez des questions à poser, eh bien, on va aller, parce que si je dois continuer, ça sera dingue. Ça ne finira pas. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Sommet. C'est nous qui vous remercions. Comme vous l'avez dit, effectivement, on n'aura pas le temps de développer entièrement. Les personnes présentes vont vous poser quelques questions et de toutes les façons, si ça doit aller plus loin, individuellement, ils pourront rentrer en contact avec vous éventuellement pour toute autre chose. Mais dans l'immédiat, s'il y a des questions, donc à vous tous qui êtes présents, il vous suffit de vous manifester, de demander en bas, vous avez la possibilité de demander la parole et on vous la donne. Autrement, vous pouvez la prendre en toute logique. Hein, si la parole est libre, vous la prenez. Donc, la première personne qui souhaite poser une question peut donc se manifester.
Alors, Café, tu peux poser ta question. Alors, merci, cher monsieur, pour cet exposé très intéressant. Et on a découvert pas mal de choses sur vos travaux. Et c'est tout à votre honneur. Et moi, j'aimerais juste vous poser une question. Oui. Alors, vous avez parlé de quatre langues, si je crois bien. Oui. Et vous avez parlé du copte, de l'hébreu, du grec et du latin. Oui, je pense. Oui, 4 langues mères. Voilà, les 4 langues mères. Oui. Et où est-ce que vous placez les langues africaines dans le copte? Dans le ce copte. lot? Et alors, comment 4 langues mères? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'apparition de ces 4 langues mères? C'est des langues codifiées. Nous avons codifié les phénomènes de l'univers, n'est-ce pas? Et par rapport à certaines spécificités qu'on a retenues. Bon, si j'ai dit la lumière et le son, l'énergie et la matière, vous voyez, lumière un côté, le son de l'autre côté, l'énergie d'un côté, la matière d'un côté, mais c'est pas comme ça, c'est schématique. Hein. Ne prenez pas ça comme comme si c'était ce que je voulais dire. C'est juste pour illustrer. Alors, imaginez que la lumière, c'est tous les phénomènes, c'est comment dirais-je, toutes les lois liées à l'univers qui sont inscrites dans le copte. Et toutes les lois liées au son qui sont réunies dans l'hébreu, toutes les lois qui sont liées à l'énergie qui sont rassemblées dans le latin et toutes les lois liées à la matière qui sont dans le grec. Schématiquement parlant, c'est quelque chose comme ça. Pour vous dire que c'est ce travail-là que nous avons fait, méthodique. Voilà comment les langues là sont nées. Oui, enfin, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Oui. Et alors, est-ce à dire que si on prend par exemple le grec, oui. Il n'y a pas de loi sur les sons en grec, dans la langue grecque? Oh non, j'ai dit ce que j'ai dit là est illustratif. C'est juste pour, je ne veux pas dire ce que ça, je ne veux pas dire ce que ça contient clairement, pas sur Facebook en tout cas. Mais c'est juste pour illustrer que j'ai donné la lumière et le son, l'énergie et la matière de façon schématique. Mais ce n'est pas ça du tout, hein. Ce n'est pas ça du tout. Dans ce cas-ci, ce n'est pas ça. Mais pourquoi vous l'affirmez? Parce que j'ai les solutions ici que je ne veux pas donner. Vous m'entendez? Oui, oui, je comprends, mais c'est que votre démarche me paraît un peu, comment dirais-je, pas stable, parce que… Ah non, non, détrompez-vous, oui. détrompez-vous. Détrompez-vous. Et écoutez ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que je dis que ça me paraît pas stable, convaincant? Parce que vous nous parlez de 4 langues mères. Oui. Alors, dans la tradition africaine, si je puis ainsi me présenter la chose, une source est unique. Si vous prenez par exemple une graine, c'est de la graine que va sortir l'arbre et toutes ses extensions. Oui, mais ça, vous parlez du végétal. Là. Vous parlez du végétal. Le règne végétal, là, c'est une graine. Et le règne animal. Mais vous savez, et le règne animal, c'est une graine aussi. Le règne minéral, c'est une graine aussi. Si, il y a des graines. C'est-à-dire que les noyaux, si on va on part en physique nucléaire. Ouais, la graine. Vous dites une graine, vous dites un noyau. C'est pas la même chose. Ah si. Oui, par analogie. Oui, voilà. Donc, par analogie. Oui, mais de façon radicale. C'est la même chose, puisque. Mais de façon radicale. Non, écoutez. Radicale, ça ne produit pas le même phénomène. Ça ne produit pas le même phénomène. Tout à fait, puisque quand on prend le noyau. Tenez compte quand on prend un noyau, vous pouvez écouter 2 secondes ce que je veux dire. Quand on prend un noyau,
Quand on prend un noyau, le noyau est comme la graine qui contient toutes les informations sur ce que je peux appeler le génome de la structure ou bien de l'élément que l'on prend. Alors, quand on se trouve sur le plan végétal, on va nous parler de la graine. Et d'ailleurs, quand on prend la graine, il y a ce qu'on appelle encore à l'intérieur le germe. Et donc, dans cette graine, on a tout, je dirais, le génome de l'espèce que représente cette graine. Si on va sur le plan de la physique, on prend par exemple un élément de la nature, je sais pas comment dire, une pierre, on va nous dire que il y a une composition atomique. Dans cette composition atomique, on a un noyau. Et ce qui caractérise d'une manière physique, c'est-à-dire qu'on parle de science physique, cet élément, cette pierre, on va retrouver ça dans le noyau de l'atome. Et donc, on a ici une analogie. Donc, quand vous me dites qu'il y a 4 langues mères, je trouve ça un peu surfait puisque pour en arriver à 4, et je peux finir 2 secondes, excusez-moi, je peux finir? Allez-y. Pour en arriver à 4, de mon point de vue, il faut une source unique. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai aussi travaillé sur la question des langues. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Je devinais ça déjà. Et donc, il y a une suite qui va sortir bientôt et qui concerne ce que j'appelle la géométrie africaine. Et lorsque je fais mon analyse, j'ai compris une chose, nos traditions et le savoir africain a été bâti sur l'observation de la nature. Jusque-là, on se rejoint. Mais là où je suis un peu circonspect, c'est les 4 langues mères dont vous nous parlez, puisque moi, dans mon analyse, j'ai bâti l'hypothèse d'une langue originelle et à partir de laquelle toutes les autres langues sont issues. Et j'ai une théorie là-dessus que j'appelle la théorie de la dérivation langagère. Et c'est basé sur un principe mathématique. C'est-à-dire, si vous connaissez en mathématiques les fonctions dérivées, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, à partir de là, on a une fonction mère et à partir de laquelle les autres fonctions vont être des dérivées et suivant une certaine logique. Et cette logique est, je dirais, représentée par, si je veux dire la chose schématiquement, ce qu'on appelle l'arbre de vie. Et dans votre analyse et dans tout ce que vous avez présenté, vous avez parlé des langues, enfin, vous avez parlé du copte, mais pour moi, le copte, ce n'est pas une langue aussi vieille que ça, puisque c'est une des dernières langues, je dirais, que l'Égypte antique a laissé. Donc, or, avant l'Égypte antique, et c'est quelque chose que je dis souvent à mes frères égyptologues africains, que l'Égypte n'est pas le point de départ de la civilisation africaine. Alors là, c'est compliqué. L'Égypte n'est qu'un point dans le parcours. Voilà. Donc, c'est ce qui me fait vous poser la question. Je peux maintenant intervenir? Oui. Bon, alors, je vous ai bien entendu. Sauf que j'espère que vous n'êtes pas en train de dire que Cheikh Anta Diop s'est trompé en traçant la filiation des langues africaines au copte et que Théophile Obenga en a fait de même et bien d'autres chercheurs. J'espère que ce n'est pas ce que vous êtes en train de me dire. Je pense que si vous ramenez ça à ce que Cheikh Anta Diop a dit, je serais, excusez-moi, tenté de vous dire que vous n'avez peut-être pas compris le propos de Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop n'a nullement dit que l'Égypte était le point de départ de la civilisation. Non, il ne s'agit pas de départ, il s'agit de filiation linguistique. Voilà, il a fait une filiation. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas démontrer que la langue
égyptienne antique est elle-même une fille d'une langue africaine qui préexistait. Bon, alors, pour vous dire ce que je pense, c'est que comme c'est c'est par vidéoconférence, c'est pas sur Anta Diop que je me suis fondé uniquement, bien entendu que je l'ai lu et j'ai subi son influence aussi, bien entendu, parce que c'est quand même la référence, hein, on a beau dire, en matière de recherche scientifique et égyptologique, c'est quand même la référence. Mais au-delà de cela, moi, j'ai été, pour moi, mon travail n'est pas fondé sur la simple lecture, hein, c'est une, comment dire, c'est une inspiration. C'est-à-dire que dans ma mémoire, un déclic s'est produit et j'ai retrouvé comme ça, de but en blanc, un langage oublié comment dirais-je, des hommes complètement et inspiré par peut-être le fait que j'ai demandé à comprendre, à rentrer dans la pensée magique. Et donc, j'ai reçu ce don-là. C'est un don. Et c'est à partir de là que, au départ, bien sûr, j'ai écrit toutes ces choses-là qui m'ont été données là, sous inspiration, choses. Et c'est quelques 2-3 ans après que l'explication rationnelle et mathématique numérique a commencé à se faire. Donc, j'ai reçu d'abord un langage, et puis ensuite, le décodage a commencé à se faire. Et puis, voilà. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était un langage antique oublié dans lequel les mages avaient codifié tout leur savoir. Et avec, comment dirais-je, la méthodologie que j'ai expliquée là, les 4 points cardinaux, les 3 points ordinaux, etc., je me suis mis avec le repère orthogonal, le caractère pyrogravé, installer ce langage-là sur ces choses-là, le repère choses, et produire des formules magiques et des équations logiques. Et c'est un langage qui est, voilà, numérique, symbolique et numérique. C'est comme ça que c'est venu. Donc, ce n'est pas parce que c'est Cheikh Anta Diop qui l'a dit. Non. Pour moi, ça va au-delà de Cheikh Anta Diop. C'est une inspiration d'un langage oublié par l'humanité qui m'est revenu. C'est comme ça. Et donc, ce langage-là, quand je dis Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sefer, Eidolon, Textus, Membra Diject, etc., 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 c'est tout un livre de ce genre de langage-là. Qu'au départ, ça m'a pris de recenser, parce que c'était un langage qui m'était imposé. Je devais noter tout ce qu'on me disait, sans comprendre. Et puis, au bout de 3 ans, l'explication a commencé à venir après un laps d'une année de sabbat, si je dois dire, hein, de repos. Et puis maintenant, le décryptage et le décodage a commencé à venir. Et ça fait depuis ce temps-là que je suis là, dans ce parcours-là. Donc, il ne s'agit pas seulement de Cheikh Anta Diop. Le langage, là, je ne veux pas vous le donner ici, mais il existe. J'ai déjà donné un anagramme et un hexagramme. Sator Arepotenet Opera Rotas, Sefer Eidolon Textus Membra Dijecta. Il y a le Yahweh, etc., le Yiking, etc., ben, pictogramme et hologramme, etc., traduit en équation. Donc, voyez-vous, je ne suis pas en train de faire comment dirais-je, du charlatanisme. Hein. Non, non. Le repère orthonormé, c'est là que je pose les lettres et les symboles. Et si vous êtes là, devant le tableau, je mets Osiris, je vous fais O-S-I-R-I-S sur le repère orthonormé. Et puis, je vous dis à vous, après l'explication, de tirer l'équation et vous me la tirez vous-même. Vous qui me parlez. Vous la tirez. Parce que ça devient évident. C'est le code. Il suffit que vous soyez un tant soit peu scientifique, je vous explique, je dispose à disposition, comme les astres sont disposés dans l'univers, je fais à disposition autour du repère des lettres là, et je vous dis tirez l'équation après que je vous ai expliqué que soit vous êtes dans le domaine de la radiation, de la vibration, de la gravitation, de la lévitation, quoi que ce soit, je vous explique. Et puis maintenant, je vous dis tirez l'équation, vous me la tirez. C'est une banalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, 4 points cardinaux, 4 races humaines, 4 langues mères.
la constance dans l'univers. 4, la quadrité, la base, le carré. 4, c'est un carré. La base. La pyramide est assise sur un carré. L'univers est assis sur un carré, 4 points cardinaux. Il y a 4 races humaines. Il y a 4 langues mères. C'est nous qui avons codifié les 4 langues mères. Position géographique, etc. Voilà ce que j'ai dit. Je suis précis. Maintenant, si vous avez l'occasion de me rencontrer, on va au tableau. Parce que mathématiques, là, ce que je dis là, ce n'est pas littérature. C'est au tableau que tout se passe. Équation, formule magique, équation. Ça roule. C'est comme ça que ça marche. Le codex. Tout est codifié. Tout est équation. Tout est formule. Voilà ce que je dis. Et ça, je suis capable de le démontrer devant qui que ce soit. Je l'ai fait ici plusieurs fois. Alors donc, ce n'est pas la peine. Ça, je ne discute pas ça. J'espère qu'on se comprend. Maintenant, vous avez votre théorie. Ben, tant mieux. C'est une bonne chose. Ça ne ferait qu'agrémenter la sauce. Quand on va se rencontrer, vous allez certainement m'apprendre des choses. Rien n'est exclusif. Hein? Tout est inclusif. C'est comme ça. Donc, nous allons nous compléter. L'homme et la femme, le jour et la nuit. Tout est complémentaire dans la création. Donc, rien n'est à rejeter. Ben, si ça suit l'intelligence divine de la création, eh bien, on va y trouver des bonnes choses. Donc, mes félicitations à vous aussi d'avoir eu cette inspiration. Continuez dans la voie et en espérant qu'un jour, vous et moi, on va se rencontrer et qu'on va échanger de vive voix et de façon concrète avec un tableau, avec les nombres. Là, c'est plus clair. Ce n'est pas la littérature. La littérature, ça ne fait qu'embrouiller les sujets. Voilà ce que j'avais à vous répondre. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que monsieur, à moins que Kafoué ait quelque chose à rajouter, mais il pourra de toute façon le faire entre-temps. Monsieur Sommet, j'aurais une question qui va plus ou moins dans le sens de Kafoué. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça va plus ou moins dans le sens. Vous avez notamment dit que Dieu aurait créé 4 races, hein, si j'ai bien compris. Ouais. La question que je pose, c'est du coup, est-ce que la théorie qui consiste à penser que l'humanité a commencé en Afrique et que toutes les races ont découlé de l'homme noir, est-ce qu'effectivement, cette théorie-là, a priori, hein, sauf si je me trompe, il me semble que vous la remettez en question. Ah non, pas du tout, pas du tout. Parce que ce que je dis, c'est que l'homme noir a été le premier. Et ensuite, il y a la dérivation, là. Le monsieur vient de parler de dérivation, n'est-ce pas? Bien, alors, quand vous quittez le pôle nord, c'est-à-dire voilà, l'Afrique, ben, vous commencez à dériver vers l'est. Ensuite, vous passez par le dessous, n'est-ce pas? Le sud. Et vous remontez par l'ouest. Et vous revenez à... Voilà. Et ensuite, ça continue. La rotation de la Terre. Donc, il y a seulement un point, mais ce n'est pas... Rien ne fonctionne dans la création de façon linéaire. Tout est circulaire, cyclique. Donc, l'homme noir a créé le jaune, qui a créé le rouge, et puis on a dérivé. Et puis, je dirais que même pour expliquer ces choses-là, c'est facile. C'est comment l'environnement dans lequel nous avons, l'homme noir s'est déplacé, qui a fait qu'il a morphologiquement et chromatiquement, ben, il y a eu toutes ces nuances, bien sûr. Quand même, si vous prenez un homme noir, que vous allez le jeter au pôle Nord, ben, revenez dans 50, dans 100 ans, ben, vous n'allez pas trouver un homme noir. L'homme noir, vous n'allez plus le trouver là-bas. Il n'y a pas de soleil. Donc, il n'y a pas de mélanine. Il n'y a pas besoin d'aller se couvrir de cette substance-là pour pouvoir se protéger des rayons ultraviolets. Donc, le corps s'en débarrasse. Donc, l'environnement est ce qu'il est. Il agit. Et donc, le soleil, abondance de soleil là où l'Afrique est, eh bien, forcément, on a besoin de cette protection. Ensuite, on va en Orient. Ben, vous voyez que là-bas, c'est pas tout à fait comme... C'est vrai qu'il fait chaud aussi là-bas, etc. Mais les conditions atmosphériques et le couvert végétal sont différents. Donc, ça fait que... et même déjà le climat, c'est-à-dire que extrêmement chaud le jour, extrêmement froid le soir, hein, les zones désertiques,
eh bien, forcément, ça joue sur la morphologie et le chromatisme, bien entendu. Et puis, vous dérivez, vous continuez. Vous allez en Occident, dans la neige, le froid intense, le manque de soleil, ben, vous allez commencer à dépigmenter. Hein, et puis, l'Asie, où c'est mi-figue, mi-raisin, vous allez avoir un espace où, comment on appelle ça, la jungle, hein, et puis en même temps aussi avec abondance de soleil, mais de l'eau aussi. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que je suis d'accord, mais maintenant, c'est les conditions de l'environnement là qui agissent sur le spécimen originel qu'est l'homme noir. Il se déplace, voilà. Excusez-moi, comme vous le dites, effectivement, c'est l'environnement qui… voilà. C'est une conséquence, donc. Mais vous disiez que c'est Dieu qui crée les 4 races, c'est-à-dire que ce n'est pas une conséquence. Bon. Ouais, À moins que bon. j'ai mal compris, hein, mais je… non, vous n'avez pas mal compris. C'est parce que je vais vite parfois. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, pour faire court, voilà, pour établir qu'il y a 4 races, voilà, je fais court comme ça. Très bien, d'accord. Très bien. Ben, écoutez, est-ce que d'autres personnes auraient des questions? N'hésitez donc pas à prendre le micro. Bonsoir, professeur. Je suis Imhotep. Je comprends un peu le frère Kafoui. Et je vous comprends aussi. Je pense que vous avez probablement voulu… peut-être que le terme race ou langue mère n'est peut-être pas adéquat. En fait, ça nous perturbe un petit peu puisque nous savons pertinemment bien tous que l'Afrique ancestrale est vieille de plusieurs milliers d'années. Et donc, c'est un peu compliqué d'entendre dire que le latin, l'hébreu sont des langues mères. Ça perturbe un peu. Ça, je suis d'accord avec vous. Hein. Maintenant, peut-être que… Je me suis retenu longuement sur la toile. J'ai lu énormément. J'ai même rencontré au Mali avec Doumbi Fakoli. Comment s'appelaient les autres, le linguiste qu'on a rencontré avec Doumbi Fakoli au Mali là? Basson? Non, Mbog. C'est pas Mbog Basson, c'est l'autre là. C'est un linguiste là. Bon, ok. Mais je n'ai pas, en général, j'évite de critiquer l'œuvre des autres, quoi. Puisque nous sommes tellement éloignés les uns des autres qu'il est difficile d'avoir, comment dirais-je, une compréhension approfondie de l'œuvre de quelqu'un pour pouvoir la critiquer. Alors, donc j'évite, je laisse chacun dire ce qu'il a à dire, en espérant qu'un jour, on aura l'occasion d'échanger à fond. C'est-à-dire de vive voix, avec un tableau dans lequel chacun va dire précisément ce qu'il veut dire. Sans, voilà. C'est ça que moi j'attends. Mais Facebook, quelqu'un dit quelque chose, j'ai suivi beaucoup de fois, hein, des gens qui sont attaqués sur le plan de la grammaire, la linguistique, etc. Mais je n'ai jamais intervenu. Pourquoi? Parce que, eh bien, je trouve ça vraiment, c'est trop léger. C'est trop léger. On ne peut pas critiquer quelqu'un comme ça parce qu'il a produit, comment dirais-je, un poste. Et puis on dit, bon, mais non, c'est trop léger. Moi, je ne suis pas de cette nature-là. Je suis plutôt du genre à attendre que je rencontre la personne et qu'il m'explique de long en large, de A à Z. Même s'il doit me prendre un an entier pour m'expliquer, pour que je comprenne ce qu'il a dit, avant de lui dire maintenant, bon, voilà, j'ai compris ce que tu as dit. Maintenant, voilà ce que moi je pense. Ça, je suis de ce genre-là. Mais sauter du coq à l'âne, franchement, ce n'est pas de la science. Moi, je n'appelle pas ça de la science. Ma question vient sur… Malheureusement, je vais avoir une frustration parce que vous ne pouvez pas rentrer dans les équations. C'est ça. Je suis frustré. Mais par contre, je sais que… Enfin, nous savons que Osiris est un terme grec. Alors, est-ce que vous partez du terme grec pour développer une équation ou bien vous partez du terme originel? Parce qu'aujourd'hui, on essaie de retrouver le vocable originel. On dit « usire ». Est-ce que vous partez de là ou est-ce que vous partez directement du médoun éther pour établir votre équation? C'est ça ma question. D'accord. Je ne sais pas comment dire, mais quand vous dites « usire », tout
Tout ça, j'ai lu. Et voyez-vous ce que vous êtes en train de faire, c'est de, comment on appelle ça, valider. Et moi, je suis frustré plus que vous alors, parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de donner. Les Grecs ont essayé de voler. Maintenant, vous êtes en train de justifier leur vol. Vous justifiez le rapt, le vol, le viol de l'imagination, de l'intelligence africaine. Osiris, Oméga, Sigma, Iota, Rho, Iota, Sigma. En langage symbolique. Mettez ça sur un repère, mettez ça sur le repère orthonormé, tirez l'équation. Non, ma question, en fait, c'est, donc vous avez dit que les noms, donc Ra, Osiris, Set, Nephthys, sont des formules magiques. OK. Absolument. Si ce sont des formules magiques, je suppose que vous partez des lettres. Du langage alpha, bêta, gamma, delta, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est l'alphabet magique. Et puis, d'un autre côté, Aleph, Bet, Jumel, Resh, He, Vav, alphabet animique. Voilà ce qui a été fait. C'est le vol. Ils ont volé nos deux grands alphabets. Ils les ont volés avec les langues. Et vous êtes en train de cautionner le vol. Or, moi, j'ai, comment on appelle ça? La démonstration en termes de formule magique de ces noms divins-là. Et si je vous rencontre, je mets ça sur le repère orthonormé, je vous explique, vous tirez l'équation vous-même. Ce n'est pas une affaire d'aller chercher midi à 14 h. Midi, c'est à 12 h. Voilà ce que c'est. Alors, dire que le grec est Osiris est un mot grec, et ça appartient, les Grecs n'ont jamais existé avant la rencontre avec les Égyptiens. Les Juifs Hébreux n'ont jamais existé avant la rencontre avec les Égyptiens. Voilà. Ils n'ont existé qu'après la chute de l'Égypte. Quand ils ont eu les deux alphabets, ils se sont partagés ça. Voilà ce que je dis en substance. C'est clair, c'est net. Et je le prouve avec des équations. Voilà. Alors, dans ce cas, ces langues, donc je suppose qu'elles existaient, c'est ce que vous dites, si j'ai bien compris, elles préexistaient, enfin, elles existaient. Elles ont été créées. Ah, elles ont été créées, ok. Nous avons créé, ce sont des réservoirs de nos savoirs. Quand nous avons compris que nous allions disparaître, on a découpé nos savoirs-là en 4 grands ensembles. Okay. On a pris chaque ensemble, toutes les équations, les formules des équations de chaque ensemble, et on l'a rendu en renversant ça en langage littéraire. Le langage numérique, nous avons trouvé le code pour le renverser en langage littéraire. Et c'est comme ça que nous avons caché ça. Parce que toutes les langues que vous parlez, toutes les langues africaines que je parle, que vous parlez, je mets sur le repère, j'en tire une équation. Et je vous dis, ce n'est pas une équation abstraite. Hein. Vous allez vous retrouver dans la physique ou la chimie, vous allez trouver ou bien dans la génétique ou bien dans l'astronomie. C'est comme ça que ça se produit. Vous allez reconnaître la loi. Vous n'avez pas un petit exemple comme ça là, à nous mettre sous la dent? Mais je vous ai donné Isis. Je vous ai donné Isis. OK. Iota, sigma, iota, sigma. I carré, c'est à moins 1. Easy. Osiris, 2 sur racine de 2. Vous savez ce que c'est que S? Dans le code, S, c'est quoi? R, vous connaissez. Le rayon, la radiation. S, c'est quoi? La signature de 1 et plus 1 et moins 1 sur le repère. Iota sigma. Iota sigma. Sigma veut dire non pas seulement signature, mais ça veut dire aussi sommation. Voilà ce qu'il y a. Sommation des indices. Je ne vais pas aller plus loin. J'en ai assez dit. Je vous ai donné 2 exemples. Faites le reste. Nephthys, Ra, tout ce que vous avez,
allez-y. Formule magique, équation logique. Magique, logique. Magique, qui est au-delà de ce que l'homme peut saisir. Logique, qui est tangible. Compréhensible par l'homme. Magique, le magique, c'est comme la vie. La vie est magique. La mort est magique. Le logique, ben, vous savez, hein, penser, marcher, courir, logique, quoi. On peut comprendre ça. Tout le monde peut comprendre ça. Mais le magique, c'est pas évident. Voilà les deux, les deux axes de lecture. Hein? Quand il s'agit de rentrer dans les nombres, les équations et les formules. Les formules sont magiques, les équations sont logiques. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que depuis là, vous voyez comment je suis frustré. Ça fait plus de 20 ans que je demande un centre pour verser tout ça sous vos yeux. Motus, bouche cousue, comme dans les pyramides, on faisait le cercle des initiés. De minuit à 4 heures du matin, on fait le cercle, on allume le feu, on met le feu au centre, on distribue les feuillets sur lesquels la leçon est silence absolu jusqu'à 4 heures. Celui qui a fini dans 1 heure de temps, il s'en va. Celui qui finit à 4 heures, qui n'a pas fini à 4 heures, il brûle quand même dans le feu du sacré qui est au centre du cercle là. Tu as fini de comprendre le thème de la rencontre initiatique de la soirée, tu te lèves tranquillement dans le silence absolu, tu vas au centre du feu, tu jettes ton feuillet là-bas, il brûle, et puis tu ressors. Et avec l'interdiction formelle d'en parler, dès que tu as franchi le cercle, la sortie des pyramides. Si tu parles, on te tue. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'est ce que je dis, refaisons. Je suis là, je parle, vous faites que je vais trop loin là. Vous voulez savoir la vérité, vous voulez savoir si je mens ou je dis vrai, mais donnez-moi les moyens de vous rencontrer. Donc, je dis un centre où on va tous être là et on va faire ce qu'on a fait dans l'Antiquité. C'est pas compliqué. Le cercle des initiés. On peut refaire les pyramides. Hein? On peut refaire les pyramides. On ne peut pas refaire. Ah, d'accord. Oui, on peut. Non, je dis, je parle de soucoupe volante. C'est quoi les pyramides? La pyramide est une image des choses, d'un astronef pour quitter la Terre. Mais parce que j'ai expliqué ça dans un post sur ma page Facebook. Tout est là. J'ai tout reconstitué. Quand même 30 ans, ce n'est pas 30 jours là. Hein? Ce n'est pas 30 jours de travaux que je suis en train de vous exposer, c'est 30 ans. Plus de 30 ans d'ailleurs. Depuis 87. Alors, je suis pas en train de parler de 30 jours de travaux de recherche, là. Hein? Vous voulez, la pyramide n'est qu'une image d'un objet volant avec la maîtrise absolue de l'énergie et la maîtrise, comment dirais-je, et la domination parfaite de la matière. La domination parfaite de la matière. Vous voyez comment les pyramides sont? Avec quelle matière on a construit? Mais alors, si quelqu'un ne maîtrise pas l'énergie, ah oui, si quelqu'un ne maîtrise pas l'énergie et puis ne domine pas la matière, vous croyez qu'il peut réaliser une œuvre comme ça? Hein? La lévitation, la gravitation, tout ça, c'est les lois. Mais c'est les lois qu'ils maîtrisaient. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont fait, ils ont employé, et comme ils savaient qu'ils allaient disparaître, ils ont créé des soucoupes volantes, des astronefs, et puis ils se sont tirés. Et de temps en temps, ils reviennent en laissant le message à un endroit où le message sera éternel, périn. Les sables, conditions climatiques adéquates, idoines, pour conserver, et le choix de la pierre, hein, n'est pas n'importe quelle pierre, elle ne s'use pas. Et donc, voilà ce qu'ils ont laissé, un message pour l'humanité, pour que l'humanité puisse, comment dirais-je, sortir de son cocon terrestre, s'il l'appliquait. Parce que, eh bien, la Terre est en train de devenir de plus en plus petite. Et ça, c'est un truc qui est évident. Hein? La population du monde, avec la science, la médecine et tout ça, qui depuis l'Antiquité est en train de... Voilà. Il va arriver un temps où, mais même les habitations, mais il faut cultiver où? On va cultiver où? Et donc, il va falloir que
une certaine partie, proportion de l'humanité, quitte la Terre. Et le message pour comment quitter la Terre, et c'est ce qui est écrit sur qui est déposé sur le sable là-bas. Soucoupe volante, navigation spatiale. Tout y est. Voilà ce qu'ils ont laissé comme message. Et depuis là, on tourne autour de nous en train de danser des danses de sorciers et de sorcières. J'ai tout ici. Rencontrez-moi et vous serez édifiés. Il n'y a pas celui-là qui, jusqu'à demain, a discuté de ce que je dis. Mon mentor, je vous le donne, le professeur Longin Sommet, professeur de mathématiques à l'université ici de Ouagadougou. Vous croyez que je travaille avec qui? Je ne travaille pas avec des amateurs, moi. Je ne suis pas un amateur. Je suis un professionnel. Quand je dis mathématiques, je pose mon équation, il n'y a pas de débat. Quand je dis physique, chimie, etc., il n'y a pas de débat. C'est comme les mages l'avaient fait. C'est la démarche par rapport à la pensée magique. Je n'ai rien à voir avec la pensée cartésienne, qui n'est même pas une pensée scientifique. Complètement ascientifique, cette pensée-là. Incapable de produire la science, la pensée cartésienne. Alors, soyons sérieux. Si vous voulez savoir la vérité, voilà, je vous la donne. Les pyramides, c'est ça que c'est. C'est un message de délivrance de l'humanité. Pour le cas où la Terre viendra à être ce qu'elle, voilà, trop petite pour, comment dirais-je, la population qui est en train de grandir, sous le fait, la science. Voilà ce que c'est. On nous a donné une clé pour sortir. Mais si on est là en train de tout, oui. J'ai une autre question. Oui, allez-y. En fait, vous avez cité un livre qui est très controversé dans la communauté africaine, parce que c'est un livre qui ne nous met pas en évidence, enfin, qui ne nous met pas en valeur, je vais dire ça comme ça. Oui. Il contient des passages qui sont pour le moins sulfureux. Oui. Dans sulfureux, d'ailleurs, il y a je crois qu'il y a soufre. Si je ne me trompe. Oui, oui, oui. Ce livre, c'est le Talmud. Le Talmud. Ah, c'est tout ça. Même la Bible a été falsifiée. La Bible égyptienne n'est pas celle-là. C'est ça le problème. Moi, je parle de la Bible des vivants. Ça n'a rien à voir avec la Bible que les gens lisent à l'église. Je vous en prie. La Torah, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont. Tout est falsifié. J'ai dit, on perd le temps. Vous ne savez pas combien je suis énervé que je ne puisse pas vous livrer les équations sur ces choses-là en direct, comme dit mon grand frère, le professeur Longin Sommet. En direct. C'est que lui, ça fait plus de... Depuis combien de temps, Freddy Longin avec moi? Depuis 2010 que je travaille avec lui. Il enseigne les mathématiques à l'université. L'un des meilleurs, si vous le connaissez. Professeur Sommet Longin, le ministre de la Joie. Quand même. Et il me soutient. Il me dit que le jour où j'ai l'occasion d'avoir un centre, il démissionne et il vient pour qu'on applique ce que je lui ai fait voir pendant toutes ces années-là. Depuis 2010 que je lui montre tout ce que je fais. Alors, croyez-moi, c'est pas des enfants de cœur, là. Je travaille pas pour... C'est pas de la plaisanterie, la science. Soyons sérieux, là. On parle de choses sérieuses. On ne parle pas de... Non. On n'est pas dans ça. Nous, on est dans des choses qui sont sérieuses parce que la pensée magique, les mages égyptiens, on ne s'amuse pas avec ça, là. Non. Il ne faut pas se prévaloir des mages égyptiens qui ont construit des pyramides et puis aller poser des équations de collège. On n'a pas affaire à ça. Donc, si on est sérieux, faites en sorte que vous créez l'occasion. Moi, je ne demande que ça. Je viens, je ne parle pas, bouche bée, et puis je remplis le tableau avec tout ce que vous voulez. En direct. Comme dit mon grand frère. Voilà ce que je propose. Depuis là, je ne fais que dire et chanter, et puis on veut me faire parler. On dit, mais donne les codes, on va voir. Mais bordel, le maire de Dieu, je ne peux pas donner les codes sur Facebook, là. Si ça avait été comme ça, mais les Occidentaux auront eu tout le travail des mages égyptiens aujourd'hui. Quand même, réfléchissez. Ce que vous me demandez est impossible. Les mages ne l'ont pas donné. Pourquoi est-ce que moi, à qui on m'a révélé ça, je vais le donner?
Je ne le donnerai pas. Je peux vous poser une autre question parce que... Je vous en prie. Juste après, il y a Café qui va poser certainement une question. Donc, je t'en prie, Notaire. Ok. En fait, parce que je ne savais pas que vous alliez arriver sur le terrain avec ce que moi j'appelle personnellement la rhétorique des Yankees, c'est-à-dire que la planète est trop petite pour l'humanité. Je pense, elle n'est pas encore. Ok, mais je pense qu'en fait, c'est une rhétorique qu'ils ont lancée, si je me rappelle bien, en 2010, qui est sortie de leur chapeau pour amener la population mondiale sur le terrain de nous sommes trop nombreux et particulièrement en Afrique, et l'Afrique fait trop d'enfants. Je suis d'accord avec vous. Je pouvais confronter un jour avec un monsieur qui a travaillé à l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce. Et je lui ai posé la question s'il était plausible de dire que l'Afrique va atteindre 1 milliard et en 2050, ils seront 2 milliards. Ensuite, ils ont rectifié ça pour dire que ce n'est pas en 2050, c'est en 2030. Donc, ils ont raccourci le temps de production d'enfants. Ouais. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez que c'est logique ou bien on est en train d'entourlouper tout le monde? Et quelques temps plus tard est née cette histoire de pandémie. Et moi, je tire un trait en fait entre les deux. Maintenant, voilà, ça c'est une rhétorique qui me donne des boutons. Une autre rhétorique, c'est sur laquelle eux aiment beaucoup jouer, c'est voilà, on est en train de rechercher une exoplanète. Ok. On cherche une exoplanète pour envoyer des gens là-bas. Donc, maintenant, j'aimerais comprendre, est-ce que nos ancêtres, il y a une planète sur laquelle on peut aller avec un vaisseau spatial, et alors les gens se retrouveraient dans une capsule, dans l'immensité du cosmos, en train de voyager pendant je ne sais pas combien d'années, à je ne sais quelle vitesse, puisque si on atteint la vitesse de la lumière, on n'est plus matière, mais on est lumière. C'est ça. Voilà. Moi, là, je suis un peu perdu et j'ai l'impression, en fait, que les gens comme Elon Musk ont monté un théâtre économique et se font beaucoup d'argent, c'est tout. Mais en fait, derrière… mais sérieux. Je vous comprends. Vous savez, depuis que l'Égypte est tombée, les théories scientifiques des mages égyptiens ont été exploitées, mais de façon erronée, de façon dévoyée. On a réfléchi scientifiquement pour dire que, selon la progression de l'humanité dans la civilisation, on quitte les ténèbres, on aboutit avec le savoir dans la science, on améliore les conditions de vie de l'humanité, et puis progressivement, mais voyez-vous, c'est évident, hein? On ne peut plus reculer, on avance. Donc, les populations vont commencer à vivre plus longtemps et se multiplier. Et la Terre n'est pas en train de grandir. Hein. La superficie de la Terre, hein, c'est une superficie, elle est limite. Hein. La Terre ne pousse pas. Elle est ce qu'elle est. Et donc, c'est les hommes qui vont devenir. Et ça, c'est une théorie depuis l'Antiquité pour dire que, avec les éléments scientifiques que la pensée magique avait réussi à mettre à jour, à terme, dans combien de millénaires, on ne sait pas encore, mais ça prépare le chemin pour amortir et résoudre une telle situation, si le cas venait à se poser. Voilà ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que l'homme doit diminuer la population de l'humanité. Ouais, là où il y a la différence, nous, on ne va pas réduire la population, mais on va créer les moyens de la déporter ailleurs. C'est différent de ce que les gens sont en train de faire. On prend notre théorie initiale depuis l'Antiquité et puis on la dévoie, on la falsifie et voilà ce qu'on en fait. Et toutes les théories scientifiques de l'Occident sont toujours ces mêmes choses-là. On prend ça dans la pensée magique. Ils ont tous les livres des mages égyptiens. Le Vatican les a. On passe ça sous la table et ils exploitent ça, ni vu, ni connu. Mais ils les ont. Et ils tirent là-dedans des théories que nous, on a élaborées depuis l'Antiquité. Et maintenant, ce qu'ils en font, ce n'est pas ce que nous, on avait voulu en faire. Ça n'a rien à voir. Voilà ce qui se passe.
Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas comme ça que nous résoudre le problème. La pensée magique, la vie est sacrée. La vie est sacrée. On ne peut pas s'amuser à détruire ce que Dieu, après avoir créé les étoiles, les planètes, l'air, l'eau, le feu, aboutir à la vie. Et puis toi, tu vas te permettre de détruire cette vie-là. Et puis tu dis que tu es dans la science. Tu es dans quelle science? Soyons sérieux. Voilà ce que les Occidentaux font de nos théories antiques. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que nous avons fait comme science qui pourrait nous permettre de déporter une partie de la population de la Terre ailleurs. Ils n'ont pas cette science-là. La seule chose qu'ils ont, c'est la barbarie, comme d'habitude. Nous ne sommes pas des barbares, nous sommes des civilisés. Voilà comment on résout les problèmes de façon différemment à l'Occident. Monsieur Sommet? Comprenez? Oui. Oui. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit auquel vous tenez, c'est d'être invité quelque part où vous allez pouvoir exposer cela. Je reviens sur le professeur Cheikh Anta Diop qui, comme vous, aujourd'hui, a subi également de nombreuses difficultés pour étaler ses travaux, etc. Et même d'ailleurs pour les construire. Et il s'est donné, avec les moyens qu'il avait, il s'est donné les moyens de construire son laboratoire, etc. Et je voulais vous demander, est-ce que, j'entends bien la difficulté et votre exigence de pouvoir exposer vos travaux dans un cadre bien établi. Voilà. Et ce cadre-là, M. Sommet, est-ce qu'il ne vous est pas possible, avec parce que je pense que même avec de faibles moyens, c'est le cadre qui compte. Est-ce que vous n'avez pas, vous, la possibilité de l'initier, même commencer, ne serait-ce, plutôt que… Parce que vous savez, si Cheikh Anta Diop avait attendu que les Africains participent, l'aident pour bâtir ce laboratoire, on ne l'aurait jamais eu. Voilà, c'est ce que je voulais simplement vous dire. Et j'espère en tout cas, qu'effectivement, que les Africains entendront quand même votre appel pour vous aider au moins à le mettre en place. Oui. En tout cas, merci de poser la question parce que c'est une question qui me tient à cœur. Voyez-vous, cette œuvre-là a ruiné ma vie. Je m'explique. J'étais en Angleterre, j'enseignais à Tresham College. Vous savez que dans le système anglais, college, c'est niveau universitaire. Et comme j'ai dit, là, on m'a demandé de former la jeunesse anglaise pour résister contre la communauté économique européenne. Et j'avais les moyens de vivre décemment, correctement et tout ça. Et cette inspiration est venue et j'ai commencé à travailler là-bas. J'ai mis à jour pas mal d'éléments. La lecture du masque, par exemple, qui est le résumé de la création, un résumé des 4 règnes, le règne humain, le règne animal, le règne minéral, le règne végétal et le règne minéral. C'est la lecture du masque. Et à partir de là, 4 encore, hein, je vous souligne ça en passant. Hein. Et donc, j'ai commencé à creuser et les choses se sont amplifiées. Et j'avais la possibilité de prendre la nationalité britannique parce que mon directeur là-bas, Alan Carter, était devenu un ami. On faisait des pique-niques ensemble même, au point que, bon voilà. Et je lui ai dit, je vais rentrer. Il m'a dit, tu ne bouges pas. Sur place, parce que j'avais le codex, je voulais rentrer. Et il m'a dit, je t'impose 3 mois de réflexion. Au bout de 3 mois, il est revenu à la table, je lui ai dit, je rentre. Il dit, ok, d'accord, je suis désolé, mais je ne peux plus rien, je ne peux pas te… Mais je voulais que tu prennes la nationalité britannique et tu t'établisses ici parce que, d'abord, quand tu devais venir ici, on a refusé, on a rejeté ta candidature parce qu'aucun Africain n'avait enseigné à Tresham College. Et comme c'est l'ambassadeur qui a envoyé ton document, il nous a forcé la main. On a renvoyé ton dossier à l'ambassadeur, au consul britannique de Burkina. Il a renvoyé en disant que c'est mon étudiant que j'ai choisi personnellement, essayez-le. S'il n'est pas à la hauteur, c'est que moi, je suis un mauvais professeur. Et donc, ça nous a obligés à le prendre. Et au bout d'1 an déjà, la chose était dite, quoi. La messe était dite. Alan Carter n'en revenait pas. Et bon, je passe. Je reviens avec le barda, tout heureux, hein, pensant que, bon, mais on va rapidement adopter ça et puis sortir
de nos problèmes, parce que croyez-moi, si on applique le codex, je ne donne pas plus de 10 ans, c'est le maximum pour qu'on dépasse même la science de la NASA. Je sais de quoi je parle. De toute façon, les pyramides sont là. Si la NASA a pu faire une pyramide jusque-là, eh bien, vous n'avez qu'à avoir, si je mens. Donc, je passe. Et donc, pour moi, c'était une chose, avec tout l'enthousiasme de ma jeunesse, hein, en Côte d'Ivoire, des conférences jusqu'à l'Assemblée nationale, en commençant par la Bibliothèque nationale, le Musée national, l'Assemblée nationale. On rencontre au temps de Bédier, on rencontre les autorités, le directeur de cabinet de Bédier. Il y a même l'ambassadeur de l'Égypte qui nous a proposé à chacun une voiture et une villa. Et la finition du centre de loisirs qui est à Cocody, là, où on fait maintenant les blagues en Côte d'Ivoire. Là. Si, et seulement si, on acceptait de collaborer avec l'Égypte, les savants égyptiens. Mais il visait le codex. Il nous a fait des cadeaux à tous, hein, des tableaux sur les pyramides, les hiéroglyphes et tout ça. Et le directeur de cabinet de Bédier nous a appelés à la primature. Et puis, il nous a fait la proposition. Tout le monde a accepté. Nyangoran Porquet, Nyangoran Bois, tout le monde, quoi, je veux dire. Mais moi, j'ai dit, je ne suis pas dedans. Je dis pas de tout. Et finalement, eh bien, le projet est tombé à l'eau. Mais parce qu'ils voulaient le codex. L'Égyptien voulait le codex. Donc, c'est vous dire que j'ai vécu des situations où je pouvais avoir les moyens de le faire, mais la rigueur, le code d'honneur de la pensée animiste, c'est le secret. Le secret initiatique. C'est ça. Tu trahis le secret, tu te suicides ou on te suicide. Si tu te suicides, on va t'enterrer. Mais si on est obligé de te suicider, on va te jeter dans la forêt sacrée comme ça, comme une bête. Tu n'auras même pas droit à un enterrement. Vous voulez que je vous dise la vérité? C'est tout ça que je suis, que je détiens, le code dans toutes ses articulations possibles, dans la profondeur absolue. Je sais de quoi je parle. Ce qu'on m'a donné là, si je m'amuse à divulguer, les ancêtres vont m'enterrer tout de suite. Ça ne plaisante pas, ces choses-là. On est devenus des gens qui sont allés à l'école du blanc, on ne comprend plus le code dans lequel l'animisme fonctionne. Ce n'est pas de la science, et puis c'est fini. Attention, c'est plus grave que ça. Le sacré ne plaisante pas. Le profane, je veux bien. Le sacré, non. Nous sommes dans le code du sacré. L'Occident est dans le code du sacerdoce. L'Orient est dans le code du profane. L'Asie est dans le code du proscrit. Nous ne sommes pas dans les mêmes codes. Attention, que chacun sache à quel sacré, à quel fétiche, permettez-moi le terme, il appartient. S'il ne connaît pas, il s'amuse à faire n'importe comment, eh bien, le prix, il va le payer. Et c'est inévitable. Donc, j'ai reçu cette chose-là. Je ne peux pas la donner si ce n'est pas dans les conditions où le secret est respecté. C'est tout. Sinon, je brûle ma case. Vous connaissez l'expression brûler sa case, brûler sa hutte. Je brûle mon travail avant de mourir. Parce que je ne peux pas le laisser à la portée du premier venu pour qu'il en fasse ce qu'il ne faut pas que ça fasse. C'est ma responsabilité. Je brûle ma hutte avant de partir. C'est ça. C'est la rigueur de la pensée magique, ça. On ne plaisante pas dans le sacré. Donc, quand j'ai reçu ça, ma vie a été complètement chamboulée. Je n'ai plus jamais pu avoir un emploi. Quand je postule, en anglais, croyez-moi, je parle anglais comme le fils de la reine. Mais même pour avoir un poste dans un lycée, je postule avec 10 qui ont fait leur formation en Afrique, qui n'ont jamais quitté la terre africaine. Ils parlent l'anglais comme vache espagnole. Mais ils sont retenus pour enseigner. Et moi, mon truc est rejeté. C'est ça que je vis. C'est comme si je suis en service commandé par les ancêtres. Quand je dis codex, là, si je veux rencontrer le président, là, je le rencontre. Mais maintenant, quand je dis ouvre la porte pour que je puisse avoir les moyens pour faire, ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est le temps qui n'est pas arrivé? Je ne sais pas.
Mais quand je veux rencontrer, il suffit que j'aille demander audience. Le ministre présent, je le dis de vive voix, quand j'ai déposé une demande pour le rencontrer, en une semaine, il m'a fait appeler par numéro caché, comment on appelle ça? Numéro masqué. De venir au ministère. J'arrive au ministère, il me fait rencontrer par son directeur de cabinet et puis son conseiller spécial. Le ministre de la Recherche scientifique, Akassou Maïga, je le nomme. Quand j'explique à ces messieurs-là, avec mon livre, de quoi ils retournaient, ils n'en revenaient pas. Ils disent, bon, on va écrire un projet là-dessus. On écrit un projet là-dessus. Et ces messieurs-là, le directeur de cabinet du ministre, c'était un électro, je ne sais pas moi, en tout cas, c'est un homme qui ici connaît dans les sciences, hein, c'est pas n'importe qui. Quand j'ai vu sa carte de visite après, il m'a raccompagné de son bureau jusqu'à hors, dans le hall du ministère, l'édifice ministériel. De son bureau, traverser le secrétariat jusqu'au hall, en me disant, mais c'est incroyable, vous les Dagara là, comment vous pouvez être si intelligent? J'ai dit, il demande, c'est le Tchapalo où vous buvez là, non? J'ai dit, oui, ça doit être ça. Vous plaisantez. Je vous dis qu'il a fait écrire le projet à soumettre au gouvernement, mais je lui ai dit, fais en sorte que ce soit encadré par l'Académie nationale des sciences du Burkina. Si tu descends ça à l'université de Ouagadougou, là, les professeurs qui sont là-bas, là, ils vont mettre leurs pieds là-dessus. Parce que eux, c'est des gens qui veulent construire leur carrière. Ce qui les intéressera, c'est de me tirer les verres du nez pour pouvoir utiliser ça dans la construction de leur carrière. Or, moi, le Codex n'est pas venu pour construire la carrière de quelqu'un. Si ça devait construire la carrière de quelqu'un, ça devait construire la mienne d'abord. Mais ce n'est pas le cas. C'est venu pour servir l'Afrique. C'est ça ou rien. Et donc, on écrit le projet. Malheureusement, c'est la secrétaire ou c'est qui envoie ça à l'université de Ouagadougou, au département d'histoire et géographie. Comment des gens, des historiens et des géographes peuvent expliquer, comprendre ce texte-là, le codex grammatical égyptien? Ils ne peuvent pas comprendre ça. L'égyptologie, c'est au-delà de leur formation. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais c'est au-delà de leur formation, largement. Alors, c'est descendu là-bas, ce n'est plus remonté. Mais 3 mois après, je me suis fâché, puisque chaque semaine, j'allais les rencontrer. Et j'ai ramassé mes clics et mes claques, et je suis venu vivre chez moi dans mon village en campagne. J'ai abandonné Ouagadougou parce que c'est tous des plaisantins. Tous tant qu'ils sont. Je vis en campagne ici, tranquille. Et je remonte à Ouagadougou seulement quand on a besoin de moi pour faire une conférence. Sinon, no way for Kalaboule. Ouagadougou, je n'en ai rien à cirer. La politique, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'intéressera jamais. Maintenant, si les hommes qui ont des moyens dans l'Afrique peuvent... C'est ce que j'étais en train de dire. Je suis condamné par le Codex. En tout cas, ça a ruiné ma vie. Sinon, en Angleterre, je pourrais faire, comment dirais-je, après la maîtrise qu'on se fait là, un doctorat, puisque j'ai fait civilisation britannique. Je pourrais faire un doctorat, facile, à main levée. Mais j'ai laissé ça parce que j'ai dit, mais c'est pas la peine, je ne veux pas jouer à ce jeu-là. Venir démontrer que la langue anglaise est supérieure aux autres langues, à commencer par ma langue d'Agara moi-même, c'est quelle stupidité ça. Et j'ai démarré, j'ai cherché la voie, je suis tombé sur un tas de jobs dans les librairies. Et puis, ça a démarré comme ça. Donc, je suis condamné. Ma vie est complètement ruinée. À l'heure où je parle, c'est à peine la 2e année où, par l'entremise du professeur Longin, j'enseigne à l'université de Banfora. Pas officiellement, officieusement. Parce que ma valeur a été reconnue par le professeur Longin. Il m'a dit, petit, je ne peux pas te laisser continuer à vivoter comme ça. Croyez-moi, pour les 20 dernières années passées, je n'ai pas eu de salaire. Je fais des cours par-ci, par-là. Je vivote. Mais quand je dis codex, ce que je veux savoir là, il n'y a pas de débat. Ça vient à la vitesse de la lumière. C'est comme ça que ça se passe. Mais ailleurs, si j'avais les possibilités d'être régulièrement inscrit à l'université avec un salaire conséquent, pourquoi que j'allais attendre qu'on m'ouvre un centre? Pour ça, Longin, Sommet et moi, on allait prendre un terrain dans son village il y a 2 ou 3 ans de cela, Freddy. 6 ans. 6 ans. Ça, voilà, ça vaut au moins 6 ans de cela.
les vieux, les anciens ont fait les sacrifices, etc. C'est dans son village, il a pris combien d'hectares, je me demande. Mais voilà. Mais nous attendons d'avoir les moyens de pouvoir au moins établir, c'est pas, deux, trois, quatre salles de classe. Voilà. Et puis c'est lancé, c'est parti. Mais même ça, je vous dis, même pour survivre, c'est tout un problème. Ce truc-là, ce codex-là, c'est une malédiction pour moi. Je suis désolé, mais ce n'est pas une bénédiction en tout cas. C'est-à-dire que j'aurais, si j'avais su, je ne l'aurais jamais demandé. Et là, j'aurais été professeur d'anglais, de civilisation américaine et britannique à l'université, voiture, villa et tout. Mais où je suis là, je roule à moto. Et encore, quelle moto? Et quelle maison dans laquelle je vis? Je suis en location. Je vous dis franchement ce que c'est. Le codex, si j'avais su que c'était ça, je ne l'aurais pas demandé aux ancêtres. Jamais. Malheureusement, bien, j'y suis entré, je me débat. Maintenant, la solution, c'est que quelqu'un fasse le geste, le minimum de gestes. L'année passée, il y a 2 ans de cela, j'ai un de mes frères là qui vit aux États-Unis, qui enseigne plus ou moins la même chose que moi, mais pas à mon niveau. Il vient en vacances ici pour se marier, il veut prendre une femme africaine pour retourner, quoi. Il n'a pas confiance aux autres. Et donc, je fais tout, comme j'avais déjà lu son livre, il y avait quelques 5 ou 6 ans de cela. Il a publié un livre sur l'initiation d'Agara aux États-Unis, et ça a fait une véritable chose. Et donc, quand il est venu, il est arrivé, je suis foncé sur lui avec mon barda, je lui ai présenté mes travaux, il m'a dit quand il va repartir, il va me mettre en contact avec quelqu'un qui est très intéressé par des choses comme ça. Il rentre aux États-Unis, effectivement, il me met en contact avec quelqu'un, un Américain. Échange sur Facebook, je lui explique tout ce que je vous ai expliqué, plus ou moins dans les détails, etc., le code, le langage, etc. En moins de 6 mois, il a pris son avion et dès que Covid a ouvert, a ralenti aux États-Unis et on a ouvert le premier aéroport, il était à Dano ici. Une semaine, je lui explique le code. Vous voyez ce qu'il a fait? À mon insu, tout ce que je lui ai donné comme code là, décryptage de Adam, Ève, etc. C'est des équations, Adam et Ève. Ça n'a à la pomme et puis le serpent. Tout ça, c'est des équations. Ça n'a rien à voir avec Osiris. Tout ça, c'est des équations. Enfin, formule magique. Et à mon insu, il met ça sur son ordi. Et savez-vous qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Donne-moi ce qu'il fait là. Analyste programmeur à Google. Il est analyste programmeur à Google. Au bout d'une semaine, il dit c'est pas vrai. Tout ce que tu m'as montré là, j'ai mis sur mon ordi, c'est impec. L'ordi dit c'est correct. Il dit maintenant, allons dans le vif du sujet au plus profond. Je lui ai dit ça, c'était initiatique pour te montrer seulement le code de façon superficielle, mais sans aller très loin. Il me dit je veux la suite. J'ai dit bon, tu me déposes 2 millions sur la table. Il dit 1,5 million. J'ai dit ok, that's a deal. On se serre la main. Il prend son sac, il ouvre, il compte 1,5 million, il pose sur la table. Je ramasse dans poche. Mais en attendant, il m'a déjà donné un ordinateur Apple et cet appareil dans lequel je me sers de... Comment ça s'appelle là? Motorola. Dernier clic, il m'a servi. Avec plein d'autres gadgets électroniques là. Mais voilà ce que c'est. Quelqu'un qui quitte des États-Unis, parfois il a échangé avec moi pendant 3 mois seulement, et au bout de 6e mois déjà, il était là. Parce que Covid l'a retardé, sinon il était là déjà au bout du 4e mois. Un Américain blanc, bien sûr. Mais voilà, quelqu'un va venir récupérer le codex sous nos yeux ici. Pendant ce temps, nos universitaires sont là, à part Longin Sommet, qui m'écoute et qui me suit et qui m'appuie. Personne, parmi les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les sociologues, les anthropologues qui sont à l'université, là, tout le monde me bat froid. Mais personne n'ose me critiquer, quel que soit ce que je produis. Je suis passé à la télévision, j'ai fait tous les journaux du Burkina, toutes les télévisions ici, dans les émissions. J'ai produit mon codex, ça se vend en librairie ici. J'ai fait des conférences avec les étudiants en Amphi A600, etc. Mais ils sont là. Mais quand j'expose là, il y a un professeur de mathématiques qui allait dire à Longin un jour qu'il est venu en cachette pour m'espionner, mais les équations que j'ai sorties là-bas, là, il n'en revenait pas. Il allait dire à Longin m'a rapporté ça après. À l'université. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Votre question là, elle est pertinente. Le problème, c'est que je ne peux pas être au four et au moulin. Les ancêtres m'ont mis au four. Ou bien, non, au moulin. N'est-ce pas? Pour écraser la farine.
que quelqu'un se mette au four pour activer. Parce que moi, je suis condamné. J'ai la soixantaine révolue. C'est clair. D'accord. Non, mais je pense que vous avez été assez clair, Monsieur Sommet, et merci pour ce témoignage. Merci. Je vois qu'il fait nuit déjà chez vous et C'est ça. On ne va pas abuser de votre temps. Merci en tout cas de nous avoir accordé ce temps-là. Toutes les personnes qui vous ont écouté, de toute façon, si elles souhaitent rentrer en contact avec vous, nous pourrons leur donner vos coordonnées. Vous êtes accessible via Facebook. Tout à fait. Voilà. Votre livre, Monsieur Sommet, nous qui sommes ici en France, si on souhaite se le procurer, comment doit-on faire? Est-ce qu'il faut qu'on passe forcément par vous, j'imagine? Ce serait l'idéal. Oui, je suis avec un ami là, le coach Simon Ouedraogo. D'accord. Oui, c'est lui qui manage ce côté-là. C'est-à-dire que si vous lancez comment dirais-je, un truc groupé, comment on appelle, une commande groupée, voilà, avec lui, le coach Simon Ouedraogo, il veut vous envoyer ça. D'accord. Bon, nous, de notre côté, nous allons voir. Nous avons ici une librairie en ligne. On essaiera de prendre quelques exemplaires pour donner la possibilité à ceux ici de pouvoir y avoir accès. D'accord. En tout cas, Monsieur Sommet, nous restons quand même en contact. Hein. Ce n'est qu'une première occasion qu'on a eue. On vous remercie de nous avoir accordé ce temps et nous faire part de ces quelques connaissances. Et en tout cas, merci énormément. Je vous laisse quand même le dernier mot. Merci beaucoup d'avoir créé l'occasion de sortir un peu de mon trou, de ma cachette. C'est vrai que je dois cacher le code, mais franchement, à trop le cacher aussi, mais voilà, j'ai peur aussi, vous comprenez? Avec l'Occident, c'est dangereux. Et donc, nous, on ne réagit pas vite, eux, ils sont réactifs, très rapides. Alors, si on continue de parler, mais je risque fort bien de disparaître un jour avec bagage. C'est pour ça que je ne parle pas. Mais merci beaucoup d'avoir créé cette occasion, en espérant qu'au moins à partir de là, quelque chose va passer. Autrement, je vais encore retourner dans mon mutisme et puis basta. Merci beaucoup, M. Foulélé, et à tout moment. Ça a été clair et merci énormément. Alors, à tous ceux qui ont été présents, nous vous remercions également et on vous dit donc à la prochaine. Et voilà. Donc, merci et bonne soirée à vous tous. Monsieur Sommet, bonne soirée à vous. On reviendra vers vous. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Félicitations. Merci. Les gens ne savent pas que ça. Ouais, c'est leur truc.